Bienvenue, à toutes et tous dans ce premier Webi de l'inclusion organisé par, À compétences égales. Donc moi, je suis Charlotte, je suis chargée de mission chez À compétences égales et pour celles et ceux qui nous connaîtraient peut-être un peu moins, je rappelle qu'À compétences égales est une association qui promeut chaque jour l'égalité et la diversité dans l'accès à l'emploi et les parcours professionnels et dont les membres sont des entreprises et des cabinets de recrutement. Et les Webis de l'inclusion à compétences égales, donc c'est un nouveau format d'événement ouvert à toutes et tous, professionnels du recrutement comme candidats à l'emploi. Même si aujourd'hui, je sais qu'il y a une grande majorité de professionnels du recrutement dans le public. Et l'idée, c'est de se retrouver 1 à 2 fois par trimestre dans le but de faire intervenir des experts ainsi que des membres de l'association pour aller au-delà des préjugés et mettre en avant nos engagements qui sont pour l'inclusion, la diversité et l'égalité dans le monde du travail. Donc on a déjà des prochaines dates que je vous transmettrai par email, notamment un webi en décembre sur les soft skills et un autre début 2024 sur la neurodiversité en entreprise. Donc pour ce premier webinaire de l'inclusion, nous avons choisi de parler du fait religieux. Donc d'une part parce que la religion fait partie des 25 critères de discrimination reconnus par la loi, au même titre que l'âge ou le sexe, par exemple, et aussi car chez À compétences égales, nous nous sommes rendus compte que les professionnels du recrutement, tout comme les salariés et candidats, avaient souvent des questions concernant ce sujet et que de nombreux points méritent d'être clarifiés, car le cadre légal autour de cette thématique est un petit peu complexe, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec nos invités. Et donc, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui pour nous éclairer sur ce sujet Jimmy Chariot, docteur en droit et chargé de mission auprès du Défenseur des droits, ainsi que Muriel Bolto, vice-présidente d'À compétences égales et directrice associée du groupe Alixio. Donc, je les remercie tous les deux chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Et avant de laisser la parole à nos invités, je voulais juste vous donner quelques dernières petites informations. Donc tout d'abord que ce webinaire s'accompagne d'autres publications à compétences égales autour du fait religieux en entreprise. Je vous enverrai tout à l'heure par mail en avant-première le guide à compétences égales à destination des entreprises privées qui a été rédigé par un membre de notre équipe, Rocky Rocco, actuellement en master de droit et qu'on remercie chaleureusement, et qui a été relu et corrigé par notre invité, Jimmy Chariot. Nous publierons également durant le mois d'octobre 5 recommandations à compétences égales pour favoriser l'égalité et la diversité en lien avec le fait religieux en entreprise privée et une capsule vidéo sur notre plateforme de micro-learning, l'Académie, avec comme intervenant Léopold Van Bellingen, qui est le gagnant du prix de thèse du Défenseur des droits en 2022. Donc je pourrais vous transmettre toutes ces infos par email également. Et le webinaire d'aujourd'hui, alors vous pouvez le voir, il est enregistré, comme il sera diffusé en replay sur notre chaîne YouTube. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos invités qui vont d'abord échanger sur une série de questions en lien entre autres avec la définition du fait religieux, le cadre légal et la clause de neutralité dans le règlement intérieur. Donc il s'agit d'une série de questions qu'on a préparées avec Muriel Bolto, notre intervenante, et Anne Gallo, la déléguée générale de l'association, car il s'agit de questions qui reviennent souvent de la part des entreprises. Et de mon côté, donc, je serai la modératrice de cette discussion. Donc j'ai les questions sous les yeux au cas où on en oublie une. Et aussi, je vous invite à couper vos micros dès maintenant, mais si vous le souhaitez, à poser des questions à l'écrit dans le chat lorsque Jimmy et Muriel discutent, car après l'échange, donc il y aura un temps de questions-réponses où je pourrai à la fois lire les questions posées dans le chat de Teams et vous pourrez aussi prendre la parole directement à l'oral si vous le souhaitez. Et après l'échange avec le public, Muriel et Jimmy compléteront la discussion par quelques questions opérationnelles qu'on a préparées notamment grâce à l'expérience de professionnels du recrutement de Muriel. Donc sans plus attendre, Jimmy et Muriel, la parole est à vous. Muriel, je te laisse lancer la discussion. Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie, Jimmy, de venir vous interviewer parce que c'est vrai que ces sujets sont au cœur de notre vie quotidienne et personnelle. Et avant de venir sur une question et de démarrer le débat, c'est vrai que l'entreprise a une finalité économique, mais c'est également un lieu clairement de discussion, d'interaction, voire de confrontation, puisque le salarié est aussi un individu avec son histoire, ses convictions et voilà, tout ce qui porte en tant que tel. Et de ce point de vue, on observe quand même que les acteurs de l'entreprise sont désormais fréquemment confrontés à ces questions de l'expression des convictions religieuses. C'est pas récent, ça fait des années en entreprise que l'on s'est préparé à cela, qu'on a mis en place de nombreuses choses, également dans nos cabinets de recrutement. Cela étant, si les situations ne sont pas si nombreuses que ça, et vous allez nous redonner quelques éléments très concrets sur la réalité finalement des saisines dans quelques instants, n'empêche qu'on voit quand même, et c'est une bonne nouvelle, que la majorité des cas se règlent grâce à une qualité de dialogue au quotidien, au cœur des équipes, avec beaucoup de bon sens et d'humanité.
Et pour autant, voilà, on a envie aujourd'hui de partager avec vous des questions très concrètes qui sont quand même notre préoccupation. La première que j'ai envie de vous partager, c'est pouvez-vous nous rappeler d'abord et avant tout, qu'est-ce que le défenseur des droits? Et forcément, je glisse et j'encapsule l'autre question. Concrètement, de combien de saisines sommes-nous le fruit, surtout sur le domaine de l'emploi, qui est notre sujet d'aujourd'hui? Alors bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez tous et toutes bien. Parfaitement. Oui, pas de souci. Alors pour être assez rapide quand même en ce qui concerne les missions du défenseur des droits, le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui existe depuis 2008 et qui a pour la particularité quand même d'être la seule autorité administrative qui est inscrite dans la Constitution. Donc ça confère quand même un statut particulier et ça conforte son indépendance parce que pour la supprimer, il faudrait réviser la Constitution, ce qui n'est pas chose aisée. Et donc actuellement, la défenseur des droits, c'est Claire Hédon, qui a succédé à Jacques Toubon en 2020. Et Claire Hédon a été nommée par le président de la République pour un mandat de 6 ans. Alors pour garantir quand même son indépendance, parce que c'est très important, le mandat de Claire Hédon n'est ni renouvelable ni révocable. Et donc, en 2008, quand on a créé cette institution qui est le défenseur des droits, on ne partait pas de rien. Il existait déjà des autorités administratives et le défenseur des droits les a en quelque sorte regroupées. Il y avait le médiateur de la République, le défenseur des enfants, il y avait une commission nationale de déontologie et de sécurité, et il y avait bien sûr, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la HALD, la Haute La Autorité. HALD, voilà, on est tous, Voilà, on a la tous Haute vu Autorité de naître. lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et donc, en fait, cette fusion, en quelque sorte, de ces 4 différentes entités explique aujourd'hui les compétences très importantes du défenseur des droits et très variées du défenseur des droits. On retrouve aujourd'hui toutes ces compétences au sein du défenseur des droits. Et l'ensemble de ces compétences se décline, je dirais, en 2 volets. Et là, je vais être ici très bref avant d'enchaîner sur les saisines de faits religieux que l'on reçoit. Le défenseur des droits, il exerce tout d'abord une mission de protection des droits. Et ça renvoie directement au traitement des réclamations qui nous sont adressées par toute personne qui s'estime, par exemple, victime de discrimination. Et pour rendre les décisions que l'on rend, nous avons d'importants pouvoirs d'enquête. Donc ça, c'est très important à savoir. Par exemple, le défenseur des droits peut convoquer la personne qui est mise en cause à une audition, ou encore il peut procéder à des vérifications sur pièce et sur place au sein des entreprises. Donc ça montre quand même les pouvoirs d'enquête qui sont très importants du défenseur des droits avant de rendre ses décisions. Après, au-delà du traitement de ces réclamations individuelles, le défenseur des droits a une mission, je dirais, plus générale de sensibilisation pour promouvoir l'égalité. Et donc, c'est au nom justement de cette sensibilisation que je suis là devant vous aujourd'hui. On va faire, par exemple, des rapports thématiques. La défenseur des droits va être auditionnée à l'Assemblée nationale et au Sénat sur certains projets et propositions de loi. On va sensibiliser certaines personnes comme les policiers, les gendarmes, les directeurs d'école, etc. Tout ça pour promouvoir l'égalité. Et vous Voilà allez pour le jusqu'à du cadre. conseil, Jimmy, en entreprise, lorsqu'on se pose ces questions-là et qu'on rédige certains projets. Vous allez aujourd'hui aussi même sur apporter des points de vue sur des questions posées par les entreprises en matière de conseil. Alors, normalement, ce n'est pas notre mission. On le fait parfois lorsque certaines entreprises. Oui, non, normalement, ce n'est pas notre mission de conseiller. Alors, on le fait, mais Non, voilà, c'est très clair. vraiment Voilà, exceptionnel. ça permet de Ouais, voilà, ouais. d'être clair. Voilà. Alors sur l'état de nos saisines maintenant qui concerne le fait Et oui. religieux devant le défenseur des droits. Alors j'ai repris les chiffres de 2022. Donc sur le total des réclamations reçues en matière de discrimination par le défenseur des droits, eh bien, le pourcentage de réclamations qui concerne spécifiquement les discriminations religieuses varie chaque année entre 1% et 4% des réclamations qui portent sur les discriminations dans tous les domaines. Alors, c'est peu, mais c'est quand même sensiblement plus important que les pourcentages révélés à l'époque de la HALD, donc l'un des ancêtres, que je vous disais tout à l'heure, du défenseur des droits. À l'époque de la HALD, on était entre 1 et 3%, là c'est 1 et 4%. Alors, cette augmentation quand même qui est assez relative, c'est assez conforme à la hausse des discriminations qui a été constatée dans une enquête qui est assez célèbre, une enquête de sociologues qu'on appelle TO2, Trajectoire et origine. Et donc, selon cette enquête,
la part des personnes qui ont déclaré avoir été victimes de discrimination religieuse a augmenté en 10 ans, en passant de 5% en 2008-2009 à 8% en 2019-2020. D'où vient cette augmentation? On peut émettre par exemple l'hypothèse que la multiplication des lois qui a réglementé le port de signes religieux, notamment en entreprise, a pu au fil des ans renforcer quand même une certaine stigmatisation des personnes, notamment de confession musulmane, et donc favoriser éventuellement les comportements discriminatoires. Mais on y reviendra. Donc je disais que le nombre de saisines que l'on reçoit en la matière peut apparaître faible, et l'on pourrait ainsi penser qu'il y a beaucoup moins de discrimination fondée sur la religion que ne le laissent penser les médias qui tournent parfois en boucle sur le sujet du burkini, sur le sujet de l'abaya, on l'a vu récemment. Donc le nombre de nos saisines peut paraître faible, mais il faut quand même avoir en tête un point très important, c'est le taux de non-recours. C'est-à-dire des personnes qui n'osent pas nous saisir et qui, en matière de discrimination liée à la religion, est plus important que dans d'autres domaines. En 2016, le Défenseur des droits avait mené une étude, c'est une enquête qu'on appelle l'enquête Accès aux droits. Et dans cette étude, on a montré que parmi les personnes ayant déclaré avoir été confrontées à une discrimination fondée sur la religion, eh bien, seuls 12% d'entre elles avaient entrepris une démarche pour faire reconnaître cette situation, alors que 20% des personnes confrontées à une discrimination, quels que soient les autres motifs, donc handicap, sexe, origine, avaient entamé une démarche en saisissant une instance en cours. Donc on voit bien qu'il y a quand même une sous-représentation des discriminations parce que les personnes elles-mêmes hésitent à faire un recours. Jimmy, je me permets juste derrière les pourcentages. Est-ce que vous pouvez nous donner une notion de chiffre? On parle de combien de personnes qui déposent une saisine? Au-delà des pourcentages, on parle de combien? Globalement, on parle, voilà, c'est un chiffre approximatif. Je les ai plus notés, mais de tête, c'est entre, il me semble, 150 et 400 en fonction du pourcentage par an. Ouais. Voilà, merci. Ensuite, quand on regarde nos saisines, on constate que le Défenseur des droits est principalement saisi pour des discriminations religieuses, justement portant sur le domaine de l'emploi. C'est le taux le plus important, et la grande majorité des situations portent sur des discriminations qui sont vécues par des personnes de confession musulmane. Et plus encore, ces réclamations concernent presque exclusivement des femmes et portent toutes sur le port du voile ou sur les vêtements considérés comme une manifestation de leur appartenance à la religion musulmane. Donc l'emploi est le premier secteur concerné pour les discriminations liées à la religion au sein du Défenseur des droits. Et plus précisément, on est saisi d'affaires en ce domaine qui portent d'une part sur l'accès à l'emploi. Donc là, par exemple, ça va être des pratiques de recrutement discriminatoire ou d'embauche qui sont conditionnées au retrait d'un signe religieux. On a eu des exemples d'offres d'emploi qui étaient subordonnées au retrait du foulard, conformément à une clause de neutralité qui avait été imposée à tous les salariés. Et on va revenir sur tous ces points-là, absolument. Sur cette question de la clause de neutralité. On a aussi des cas de discrimination qui se font dans l'exercice de l'emploi, donc une fois que le stade de l'embauche a été passé, par exemple des refus d'autorisation spéciale d'absence pour des fêtes religieuses, des licenciements qui ont été motivés par des considérations religieuses, etc. Et un gros point aussi, c'est des cas de harcèlement discriminatoire fondé sur la religion. Il faut savoir qu'en droit, le harcèlement moral qui repose sur un motif de discrimination comme l'est la religion, bien, est considéré comme une discrimination. Et donc, à ce titre, le Défenseur des droits est compétent et peut être saisi de cas de harcèlement. Et il y a même des cas, alors ça, c'est une avancée qu'a obtenue justement le Défenseur des droits. Normalement, le harcèlement implique une répétition quand même de l'action. Et il y a même des cas où un seul fait, s'il est suffisamment grave, peut conduire à caractériser un harcèlement discriminatoire. Et là, je pense à une affaire dont on avait été saisi. C'était le cas d'un salarié qui avait retrouvé dans son casier un cahier de prière qui avait été brûlé. Et donc là, le juge
qui a rendu une décision en appel, a considéré qu'il s'agissait d'un fait suffisamment grave pour caractériser, fait unique, pour caractériser un harcèlement discriminatoire. Et donc, la discrimination avait été reconnue. C'était un incendie de sourate de Coran dans son casier. Voilà. Jimmy, moi, il me vient un deuxième point qui me semble important. Là. Merci beaucoup de nous avoir clarifié ce qu'est le défenseur des droits et les saisines, on en est où, mais aussi finalement, derrière ce mot fait religieux, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu le dessin de ce que vous mettez ou ce que met le gouvernement derrière? Alors, les faits religieux sont potentiellement quand même très nombreux. On pense bien sûr instinctivement à certains vêtements et signes religieux qui seraient présents dans l'entreprise, voile, foulard, des bijoux, des objets, enfin, l'étoile de David, la croix chrétienne, la main de Fatma. On peut penser à une coupe de cheveux, on peut penser au port d'une barbe. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de définition juridique du signe religieux. Donc, le Conseil d'État, je sais, a reconnu qu'il existait des signes qui sont intrinsèquement religieux, qui sont par nature religieux. C'est le cas du voile, de la kippa ou encore d'une grande croix. Mais au-delà, le caractère religieux d'un signe peut résulter de la volonté de la personne qui le porte et de son intention de manifester son appartenance à une certaine conviction religieuse. Et donc là, les signes religieux ne sont pas religieux par nature, mais ils sont dits religieux par destination, en fonction de la volonté de la personne qui le porte. Et donc, par exemple, ont été considérés comme des signes religieux de simples bandanas, un bonnet, une coiffe qui masquait les cheveux ou encore même une charlotte médicale, dès lors qu'il existe derrière une intention manifeste de manifester donc une conviction religieuse. Et puis, pour essayer de voir s'il y a cette intention derrière, on va regarder d'autres critères, par exemple la permanence du port de ce signe, ou encore le refus réitéré d'enlever ce signe religieux. Ça peut permettre de caractériser justement le caractère religieux de ce signe. Après, il y a d'autres faits religieux que les signes en tant que tels. Il y a également tout ce qui renvoie au comportement du salarié. Par exemple, les prières sur le lieu de travail ou encore le fait d'avoir besoin d'une nourriture spécifique s'il y a un service de restauration dans l'entreprise. Là aussi, ce sont des faits religieux. On peut également penser, je le disais tout à l'heure, aux demandes d'autorisation d'absence pour des fêtes religieuses ou des demandes d'aménagement d'horaire pour respecter un jeûne. Tout ça, on pourra peut-être y revenir plus tard. On peut penser aussi à des cas qui renvoient à la question du respect de l'égalité femmes-hommes, mais par exemple le cas de refuser de serrer la main d'une femme ou encore de refuser d'obéir à des ordres hiérarchiques venant d'une femme pour des questions de conviction religieuse. Il y a aussi un cas célèbre, peut-être que vous le connaissez, du boucher musulman qui refusait de faire une partie de son travail en ne souhaitant pas avoir de contact avec la viande de porc. Là aussi, c'est une manifestation d'un fait religieux dans l'exécution du contrat de travail. Donc voilà, les cas de faits religieux sont très très larges. Ils renvoient autant aux signes que finalement au comportement de la personne. Oui, alors c'est un vrai éclairage. Enfin, en tous les cas, on voit bien que c'est très large et ça va au-delà de simplement peut-être nos premières impressions. Et moi, j'ai envie de commencer à glisser un peu en mettant, j'allais dire, les pieds dans le plat et pour le gérer avec des clients que l'on a en matière de recrutement ou des entreprises qui sont aussi ici, c'est qu'on ressent une différence entre public et privé hein, dans la loi. Vous allez me dire si c'est juste une impression ou une réalité. Mais en tout état de cause, ce sujet de la laïcité et de la neutralité, elle semble être différente. Donc, quand vous êtes DRH d'un grand groupe et que vous avez une partie publique et une partie privée, c'est compliqué de communiquer auprès de l'ensemble des salariés. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous guider sur la réalité déjà de cette différence entre public et privé et commençons à rentrer sur ce sujet de la laïcité et neutralité? Ouais, je comprends qu'il puisse avoir une certaine schizophrénie s'il y a les deux pans à gérer, parce qu'au départ, il y a effectivement une différence de taille entre le secteur public et le secteur privé dans l'application du principe de neutralité. Mais il y a quand même des évolutions qui tendent justement à brouiller ces différences et à appliquer au secteur privé ce qui auparavant ne relevait que du secteur C'est du public. secteur Donc, public.
rendre compte un peu de cette évolution qui me paraît vraiment au cœur de beaucoup de problèmes, de tensions qu'on rencontre quand même aujourd'hui. Alors normalement, effectivement, le principe de neutralité ne s'applique qu'à l'État. C'est un principe qui consiste pour l'État à ne pas favoriser ni défavoriser un individu ou un groupe particulier d'individus sur la base de sa conviction religieuse ou philosophique. On a ensuite fait découler de ce principe qui s'applique à l'État une double obligation pour les agents publics qu'on considère on considère qu'ils personnifient en quelque sorte l'État, qu'ils représentent l'État. Et donc, d'une part, les agents publics ont l'obligation d'adopter une apparence, je dirais, conforme à la neutralité, donc pas de signes religieux pour eux. Et d'autre part, ils ont l'obligation de traiter de manière égale les usagers, indépendamment de leurs convictions religieuses. C'est le respect du principe de non-discrimination. Donc c'est en quelque sorte une neutralité qu'on dit neutralité-neutralisation. On neutralise les éléments qui pourraient exprimer les convictions religieuses de l'agent. Et donc, par conséquent, un agent du service public peut être sanctionné pour avoir persisté à porter un signe manifestant ostensiblement son appartenance religieuse, pour avoir, je ne sais pas, distribué à des usagers des documents à caractère religieux à l'occasion de son service, pour avoir diffusé ses convictions religieuses auprès des usagers de ses collègues, etc. Oui. Et ce n'est pas le cas côté privé, donc. Et ce n'est pas tout à Non. fait le cas côté privé. Alors, dans le secteur privé, en revanche, c'est normalement une toute autre logique qui s'applique. Dans une entreprise privée, on ne se retrouve pas face à des usagers du service public. Alors, on verra, il y a quand même les cas des entreprises privées qui gèrent des missions de service public. Je vais en parler. Mais on ne se retrouve pas donc face normalement à des usagers du service public, pas plus que face à des services de l'État. La règle, normalement, dans le service privé, c'est donc le respect de la liberté de religion des salariés, lesquels peuvent normalement manifester leur religion. Donc ici, la liberté religieuse, c'est vraiment le principe. Alors, bien sûr, on verra que ce principe peut souffrir d'exceptions. L'employeur peut interdire certaines tenues ou accessoires ou imposer le port de certaines tenues pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de sécurité, etc. Et on voit bien qu'on ne part pas du tout du même postulat par rapport au service public. On constate toutefois, et le défenseur des droits justement est assez vigilant sur ce point-là, que le principe de neutralité tend à avoir une application de plus en plus extensive au-delà des agents publics, et donc que la frontière se brouille entre secteur public et secteur privé. D'une part, l'obligation de neutralité, qui ne pèse initialement que sur les agents publics, elle tend de plus en plus à s'imposer également aux usagers du secteur public. C'était le cas en 2004 où la loi s'est imposée, la loi de neutralité s'est imposée aux élèves dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. On le voit également aujourd'hui avec les exemples autour du burkini dans les piscines municipales. On l'a vu aussi avec, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais l'affaire des hijabeuses dans le foot. Donc, on a un principe de neutralité qui s'applique ici aux usagers du service public. Et puis, d'autre part, on observe de plus en plus une externalisation des services publics à des entreprises privées. C'est le cas, par exemple, des concessionnaires de services publics du gaz, de l'eau, de l'électricité, des transports en commun, des cantines, de la restauration, etc. Et là, les juges, et la loi en 2021 est venue acter ce principe-là, eh bien, les juges ont considéré que l'obligation de neutralité s'applique également aux employés de ces entreprises privées qui gèrent une mission de service public, que ces employés soient ou non en contact direct avec les usagers. Donc, c'est vraiment bien cantonné aux salariés qui participent à la mission de service public. Mais ça veut dire qu'un salarié, par exemple, peut avoir un temps de travail qui soit dédié à cette mission de service public au sein de cette entreprise et un autre temps de travail où sa mission sera vraiment pour cette entreprise privée et pas pour la gestion du service public. Et donc là, dans un cas, il devra respecter de manière stricte la neutralité et dans l'autre cas, eh bien, tout dépendra de savoir si l'entreprise a prévu ou non une clause de neutralité. Alors, je me fais l'avocat du diable 2 secondes, mais alors, je suis Alicio en train de recruter ou je suis un grand groupe et des RH dans l'entreprise.
Enfin, c'est extrêmement compliqué au quotidien de penser le système de cette façon-là. Est-ce que la loi est en train d'évoluer? Est-ce que vous pensez on va vers un rapprochement des deux systèmes? Et puis, je poursuis ma question, comme on était sur le sujet de la clause de neutralité, au-delà de l'évolution de la loi et d'un éventuel rapprochement, on va aussi sur ce sujet de la clause de neutralité pour être inclus dans le règlement intérieur. Donc, au final, il y a quand même aussi un glissement sur le sujet du privé. Oui, tout à fait. Enfin, alors, la difficulté, alors il n'y a pas une loi qui est en cours sur le sujet, me semble-t-il. La difficulté, en ce qui concerne, par exemple, les entreprises qui gèrent une mission de service public, la difficulté, ça va être d'identifier s'il y a mission de service public ou pas. Ça, c'est déjà un premier point. Et donc là, le juge va regarder différents critères. Est-ce que l'activité exercée par l'entreprise privée vise à satisfaire un intérêt général? Est-ce que la personne publique exerce un fort degré de contrôle sur l'activité ou d'implication dans la conduite de l'entreprise? À quelle hauteur la personne publique subventionne-t-elle cette activité, etc. Donc en fait, le juge va regarder tout un faisceau d'indices pour voir s'il y a ou pas mission de service public, et donc pour voir si on applique ou pas le principe de neutralité. Après, il y a eu une autre évolution, et vous le savez, on en reparlera sur la clause de neutralité en 2016, où là, le législateur, je vous ai dit, moi, il y a plusieurs évolutions qu'on note. D'une part, le principe de neutralité qui s'impose aux usagers du service public et non plus simplement aux agents publics. Le principe de neutralité qui s'impose aux salariés d'une mission, d'une entreprise qui gère une mission de service public. Et aujourd'hui, le principe de neutralité qui peut s'imposer à des salariés en dehors de tout service public par justement cette clause de neutralité. Et ça, c'est peut-être la dernière évolution, la dernière étape qui a été actée en 2016. Là, on verra qu'il y a quand même des conditions à respecter sur ce point. Justement, je voudrais qu'on reste, après on remontera sur l'Europe, mais je voudrais qu'on reste finalement sur ce sujet de la clause de neutralité pouvant être incluse dans le règlement intérieur et ces possibles écueils quand on n'est pas assez informé du cadre strict qui l'encadre. Je vous laisse voir, Jimmy. Et puis, la limite aux employés en lien quand même avec les clients, le fait que l'image de marque de l'entreprise ou le souhait des clients ne soit pas une raison valable. Ouais. Alors, avant d'évoquer quand même elle-même la clause de neutralité, je voudrais rappeler quand même qu'elle n'est pas obligatoire, hein, cette clause. Voilà. L'inscription du principe de neutralité dans le règlement intérieur de l'entreprise n'est qu'une faculté. Le principe doit rester celui quand même de la liberté d'expression du salarié qui est rappelé dans le Code du travail, c'est l'article L 1121-1. Ce point rappelé, il faut en effet dire que depuis, donc c'est la loi El Khomri de 2016, les employeurs ont donc la possibilité, j'insiste sur ce mot, la possibilité de prévoir une clause de neutralité. Et cet article, c'est l'article L 1321-2-1 du Code du travail, qui prévoit donc que le règlement intérieur peut prévoir cette clause, mais elle fixe quand même des conditions, cette disposition. Si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, et si elles sont proportionnées au but recherché. Et donc, à la lecture de cet article, on voit bien qu'il faut quand même des justifications pour que cette clause soit légale. Elle ne peut pas sortir de nulle part. Et justement, sur ce point, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui, dans 2 arrêts de 2017, a défini le contexte, a précisé justement ces conditions pour que les clauses de neutralité soient considérées comme légales. Et donc, de sa jurisprudence, on déduit qu'il y a 5 conditions pour que ces clauses de neutralité soient considérées comme légales. La première condition, elle est assez facile à respecter, c'est que la clause doit être inscrite dans le règlement intérieur de l'entreprise. Ça ne pose pas de difficulté particulière. Deuxième condition, la clause doit viser de manière générale et indifférenciée tous les signes visibles, qu'ils soient de conviction politique, philosophique ou religieuse. Ça veut dire que le règlement intérieur, la clause de neutralité, ne peut pas viser uniquement la religion et a fortiori une religion en particulier. Ça doit être beaucoup plus large. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui se dit victime de discrimination dans son entreprise parce qu'on lui refuse
le port d'un vêtement religieux, si cette personne constate qu'on n'a rien dit à son collègue qui, lui, par exemple, porte un t-shirt avec des mentions politiques ou, je ne sais pas, un pins ou un badge, eh bien, là, ça constitue quand même un indice pour le juge pour dire que finalement, l'entreprise n'entend pas mettre en place une neutralité de manière générale, qu'elle ne vise donc que les signes religieux et que c'est donc potentiellement discriminatoire. Donc voilà, l'interdiction doit viser de manière générale tout signe religieux, politique, philosophique. Troisième condition, qui n'est pas si évidente à interpréter, c'est celle qui pose le plus de difficultés, c'est que la clause de neutralité, elle doit poursuivre un but légitime, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin véritable de l'employeur. Et là, j'emploie vraiment les mots de la Cour de justice de l'Union européenne qui parlent de besoin véritable de l'employeur. Et donc, il revient ici à l'employeur de démontrer ce besoin véritable. Sur ce point, la Cour de justice, c'est un arrêt, l'arrêt web de 2021, elle a précisé que la simple volonté d'un employeur de mener une politique de neutralité, bien que constituant en soi un objectif légitime, donc c'est un objectif légitime pour l'employeur de vouloir poursuivre une politique de neutralité, eh bien ça ne suffit pas comme tel à justifier de manière objective la clause de neutralité. Il faut qu'il montre un besoin véritable et il lui revient de le démontrer. Ça veut dire quoi? Ouais. Alors, les exemples, par exemple, le juge va s'interroger sur est-ce que l'employeur a déjà rencontré des tensions par le passé dans son entreprise en raison du port de signes religieux par ses salariés. Dans avec les l'affirmative, clients, par exemple. avec les clients également. Dans l'affirmative, à quelle fréquence se sont présentés les problèmes, venant justement de combien de salariés et ou de clients. S'ils n'ont pas rencontré de problèmes dans le passé, ne serait-ce que pour les entreprises qui sont nouvellement installées, on va se demander, par exemple, quelles seraient les conséquences défavorables que l'employeur pourrait subir en l'absence d'une telle clause de neutralité, compte tenu de la nature de ses activités. Est-ce qu'il aurait, par exemple, un préjudice économique ou pas? Donc voilà, il incombe vraiment à l'employeur, à chaque fois, non seulement d'établir un objectif légitime, mais en plus de démontrer qu'il existait au moment de l'instauration de cette clause de neutralité, et là ce sont les mots de la Cour de justice, un risque suffisamment concret d'atteinte à cet objectif. Et là, elle précise, tel que le risque de troubles concrets au sein de l'entreprise ou le risque concret de perte de revenus. Voilà. Et donc, dit autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de marque, tout comme le souhait supposé de la clientèle, ne sont pas en eux-mêmes des arguments valables. Il faut tout justifier. La clause de neutralité ne dispense pas l'employeur, bien au contraire, d'une justification de cette clause. Il ne faut pas oublier aussi qu'en matière de discrimination, il y a un régime spécial qui s'applique en matière de preuve. Il y a un aménagement de la charge de la preuve. Et cet aménagement de la charge de la preuve, il bénéficie aux victimes de discrimination et pas forcément à l'employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victime, elle n'a qu'à apporter des éléments de fait qui laissent présumer l'existence d'une discrimination et il revient ensuite à l'employeur de démontrer que cette situation est étrangère à toute discrimination. Et donc, il doit forcément se justifier en raison même de ce cadre légal. Donc j'évoquais, oui, j'avais mentionné 5 conditions. J'en suis donc à la troisième, c'était la plus longue parce que la plus difficile à interpréter, même par les juges, il ne faut pas se leurrer. La quatrième condition, c'est que la restriction qui est apportée par cette clause de neutralité, elle doit être proportionnée à ce but légitime, à ce besoin véritable. Et donc pour cela, la Cour prévoit que la restriction ne doit s'imposer qu'aux salariés qui sont en contact avec la clientèle. Ça, c'est un premier point. Ou alors, elle peut s'imposer à l'ensemble des salariés, mais uniquement si l'objectif poursuivi par l'employeur est de prévenir les conflits sociaux au sein de l'entreprise. Et là, il faut encore pouvoir le démontrer. Quels seraient les conflits concrètement, par qui, comment, quand, etc. Et donc, pour vérifier si c'est proportionné, le juge va aussi vérifier si l'interdiction se limite au strict nécessaire. Est-ce que
par exemple, au-delà de la clause de neutralité, eh bien, est-ce qu'une autre mesure n'était pas possible finalement? Est-ce qu'on ne pouvait pas privilégier le dialogue, une médiation, plutôt que d'imposer cette clause de neutralité? Euh, Est-ce que finalement, cette clause de neutralité, cette interdiction assez sèche dans le règlement intérieur, est-ce que elle n'est pas de nature, au contraire, à exciter les tensions? Voilà, donc tout ça, le juge va regarder si c'est proportionné, si c'est adéquat, si c'est nécessaire. Et puis enfin, oui. Non, 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 allez-y, Jimmy. Le cinquième point qui est plus court, qui est mis en avant par la Cour de justice, c'est que la mise en place d'une clause de neutralité doit s'accompagner, quand c'est possible, bien entendu, du reclassement de la personne qui souhaite maintenir son signe religieux, reclassement à un poste sans contact avec la clientèle. Voilà donc pour qui concerne donc cette clause Merci, de neutralité avec les ben différentes oui. conditions. Merci beaucoup de cet éclairage parce qu'on voit que c'est complexe. On voit les différences que nous avez montrées tout à l'heure entre public et privé. On voit que dans le privé, on peut agir, mais en même temps avec beaucoup de précautions, de réalité, de légitimité. Donc, c'est vraiment pas simple. Et c'est vrai que si on poursuit, peut-être qu'on termine, sauf à dire qu'il y a des questions sur cela, mais sur le sujet de la clause de neutralité dans le règlement, il est possible que les entreprises rédigent, vous l'avez dit tout à l'heure, cette clause alors qu'elles n'ont jamais rencontré de problèmes et de troubles en lien avec le fait religieux, mais plutôt à titre préventif ou pour leur image de marque. Et parfois, par incompréhension par rapport aux règles juridiques encadrant la mise en place de cette clause, et on voit à quel point elles nécessitent d'être absolument partagées d'un point de vue juridique pour ne pas faire n'importe quoi. Dans ce cas, ça peut poser des problèmes devant le tribunal, car si le besoin véritable n'est pas approuvé, et c'est ce que vous venez de démontrer là, depuis 5-10 minutes, où il y a vraiment une attention très forte à porter sur ces sujets, évidemment. Tout à fait, Mm. ouais, je n'ai pas besoin de réexpliquer peut-être, mais Si vous voulez à préciser, titre, Jimmy. en fait, pour être très clair, c'est que la Cour de justice considère qu'une clause de neutralité peut être prévue et s'appliquer à titre préventif si l'employeur a pour objectif de prévenir les conflits sociaux, comme je disais, au sein de son entreprise. Par exemple, si le port du voile par plusieurs personnes pouvait crisper les relations entre collègues, avec les clients, qu'il deviendrait impossible de travailler ensemble, que les situations s'enveniment, etc. Mais il revient encore une fois à l'employeur de démontrer cela. Il ne peut pas prévenir des conflits sociaux en n'ayant aucune raison de croire que ces conflits surviendraient. Et la Cour de justice, d'ailleurs, dans son arrêt, et ça c'est intéressant, donc cet arrêt qui prévoit cette règle, elle dit que l'interdiction du port de signes religieux peut avoir pour objectif d'éviter les conflits sociaux au sein de l'entreprise. Et là, elle précise en particulier compte tenu de l'existence de tensions survenues par le passé. Oui, voilà. Les Et donc, références. alors, on voit bien, c'est en particulier, donc pas exclusivement, ce qui permet de penser que la formulation autorise qu'en l'absence de tensions préexistantes en relation avec des convictions politiques, philosophiques ou religieuses, l'employeur pourra malgré tout se prévaloir de la volonté de prévenir d'éventuels conflits futurs. Mais là, il sera peut-être plus difficile de le démontrer devant le juge. S'il y a eu des conflits par le passé, c'est plus simple à démontrer. Alors, j'ai envie que vous nous guidiez sur le risque au final, parce que, voilà, pouvez-vous nous rappeler les condamnations que risque l'entreprise qui discrimine sur la base de la religion, directe ou indirecte, hein, notamment une entreprise qui a mis en place une clause de neutralité dans son règlement intérieur, mais qui ne peut pas prouver de son besoin. Quel est le vrai risque pour l'entreprise? Alors, en l'absence de clause de neutralité ou en présence d'une clause de neutralité qui ne serait pas légale, l'employeur qui impose une neutralité religieuse dans l'entreprise et qui prend des décisions sur ce fondement-là, par exemple, il demande le retrait d'un signe religieux, il y a un refus et il sanctionne par la suite, eh bien cet employeur est coupable de discrimination directe s'il ne parvient pas à la justifier objectivement par des raisons, je sais pas, pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de sécurité. Mais là, c'est quand même assez difficile à démontrer. Et donc là, il peut être sanctionné. Alors, concernant les sanctions possibles, que la discrimination soit directe ou indirecte, je pourrais revenir sur la différence s'il y a besoin, il faut distinguer deux voies. On a d'abord les sanctions civiles que l'on retrouve devant les prud'hommes. Et donc là, la sanction d'une décision qui est prise sur la base d'une discrimination, c'est la nullité. Et donc l'éventuel licenciement qui aurait été prononcé serait donc nul et l'on peut penser que s'ajouterait également une peine de dommages et intérêts.
On a aussi, au-delà de ce volet civil, le volet pénal. Qui peut être sanctionné, qui peut être actionné en cas de discrimination. Et donc là, il y a 2 types d'actions qui, je n'entre pas dans le détail, mais qui peuvent être entreprises au pénal en fonction de qui fait l'action. Il y a l'action publique si c'est à l'initiative du procureur de la République, et puis il y a l'action civile si elle est intentée par les victimes elles-mêmes de l'infraction. Et donc au pénal, la discrimination, elle est quand même pas, la sanction de la discrimination, elle n'est pas anodine, hein, c'est 3 ans, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et il existe même des cas d'aggravation des peines, donc 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, si la discrimination a été commise soit dans un lieu qui accueille du public, par exemple les écoles, les commerces, les parcs d'attractions, les musées, etc., ou si la discrimination a été commise par une personne qui est dépositaire de l'autorité publique. Je ne sais pas, les policiers, les gendarmes, les magistrats, etc. Donc voilà, des sanctions qui sont quand même assez fortes. Et vous avez, alors je termine par cette question-là sur ce sujet, mais là on voit le risque cible lorsque vous nous exprimez ces éléments-là. Dans combien de cas ça se produit, ou quel pourcentage de fois où vraiment ça se produit, où ces peines sont appliquées? Est-ce qu'on a une idée de l'application de ces risques? Alors, devant le prud'homme, les juges prud'homaux, il y a des sanctions. Alors, j'ai pas de chiffres. En revanche, devant le juge pénal, les sanctions sont très rares, parce qu'il y a une particularité devant le juge pénal, c'est qu'il faut prouver l'intention de l'auteur. Et donc ça, c'est plus difficile à prouver. Et donc, les cas de sanctions sont relativement rares. À tel point que, ça c'est une information, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais il y a un plan qui a été adopté, un plan gouvernemental qui a été adopté au début de l'année, en janvier, plan 2023-2026 de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, religion, etc., qui prévoit un mécanisme de discussion pour sanctionner davantage justement les discriminations par un mécanisme d'amende civile. C'est-à-dire ce seraient des amendes qui s'ajouteraient aux peines déjà prévues pour sanctionner de manière encore plus dissuasive les comportements discriminatoires. Donc il y a en ce moment des groupes de travail qui ont lieu interministériels sur ce point-là, et on ne sait pas encore si ça va aboutir, mais je veux dire que c'est quand même quelque chose dont le gouvernement a conscience et qui pourrait changer l'état du droit et qui pourrait venir potentiellement sanctionner de manière encore plus intense les entreprises qui seraient coupables de discrimination. Merci. Et pour venir sur après avoir vu les obligations, les contraintes, les difficultés éventuellement, peut-être pouvons-nous glisser sur les initiatives positives, sachant que depuis de très nombreuses années, les entreprises ont mis en place, un grand nombre d'entreprises ont mis en place des actions, des initiatives, de la sensibilisation dans le cœur local de leurs équipes partout en France. Pour autant, quelles solutions initiatives vous proposez pour favoriser l'égalité et la diversité en lien avec le fait religieux, alors on va dire au sein de l'entreprise privée? Ouais. C'est pas une question évidente. Non, c'est à voir. Vous l'aurez compris, peut-être la première idée qui me vient en tête, c'est pas de clause de neutralité. Ça me paraît déjà pas mal. J'y pensais un peu, je n'osais le dire, mais je Ça me pensais la paraît pas même mal quand chose. même pour favoriser l'égalité et la diversité en lien avec le fait religieux. Donc c'est une action ici d'abstention que l'on pourrait préconiser. Concernant une action plus positive, je pense un peu spontanément aux demandes de jours de congé et d'aménagement d'horaires pour suivre certaines fêtes religieuses. Alors certes, vous le savez, l'employeur n'est pas tenu d'accorder des autorisations d'absence pour fêtes religieuses, ni des aménagements d'horaires, bien sûr, mais il doit à chaque fois justifier par des éléments objectifs le refus de les accorder. Et en ce sens, le défenseur des droits, comme le juge, considère que tout refus de principe est discriminatoire. Et donc, vous avez certaines conventions collectives ou des accords d'entreprise qui prévoient un droit d'absence pour cérémonies ou fêtes religieuses, à condition, bien sûr, que le fonctionnement normal du service le permette. Donc, il n'est pas
à mon sens, envisageable, par exemple, de refuser à un individu, sauf contrainte liée à l'activité de l'entreprise, une absence pour se rendre à une fête religieuse, si dans l'entreprise, de telles absences sont au contraire autorisées pour d'autres motifs, comme accompagner son enfant au sport ou s'investir dans le milieu associatif. Il y aurait là un deux poids, deux mesures qui pourrait être mal compris et considéré comme discriminatoire. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la posture en matière religieuse doit correspondre aux standards de régulation en vigueur sur d'autres sujets, comme pour l'engagement associatif, comme les convictions politiques, etc. Et donc, pour éviter certains conflits, on pourrait sur ce point recommander, par exemple, aux salariés aussi, de ne pas faire état du caractère religieux de leur demande d'absence, tout simplement. Ça permettrait de traiter les absences, les demandes d'absence pour participer à ces fêtes religieuses comme des demandes d'absence classiques. Ça permet aussi, en cas de refus, de limiter le sentiment d'injustice de la personne. Donc là, ce sont, je dirais, deux mesures concrètes, une d'abstention et une plus positive qu'on pourrait préconiser. Mais de manière plus générale, peut-être, les préconisations que l'on pourrait donner sont de plusieurs ordres. D'une part, je pense qu'il est important de poser un cadre auprès des salariés, un cadre qui signale quand même une ouverture pour dire on ne pourra pas tout accepter, c'est certain, mais on va quand même étudier chaque demande avec attention. Ça, c'est très important. Ça permet de clarifier quand même la posture de l'employeur, de l'entreprise, et ce cadre doit, à mon sens, partir d'un postulat de base qui est celui de la loi. Et ce postulat, c'est quoi? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la neutralité des agents publics, mais en revanche, un principe de liberté dans le secteur privé. Et donc, cette ouverture, à mon sens, elle paraît d'autant plus nécessaire dans certains secteurs qui sont en crise, où il y a une pénurie de main-d'œuvre et où la main-d'œuvre concernée est peut-être justement une main-d'œuvre qui porte le voile ou qui a besoin de jours de congé pour certaines fêtes religieuses. On pense au secteur, par exemple, de l'aide à la personne, au ménage, etc. Voilà, certains secteurs ne peuvent pas se priver de cette main-d'œuvre et donc il faut le plus possible faire montre d'ouverture. Ensuite, une fois que ce cadre d'ouverture a été posé, c'est peut-être le deuxième conseil d'ordre général, c'est qu'il faut examiner chaque demande pour ne pas cultiver une frustration chez les salariés. Écouter ne suffit pas, il faut également examiner concrètement ces demandes, d'autant plus que, et là c'est un risque quand même pour l'employeur, d'autant plus que ne pas le faire pourrait dans certains cas entraîner une discrimination indirecte. Par exemple, une entreprise prévoit dans son règlement un horaire qui s'impose à tous les salariés. En pratique, on constate que cet horaire a un impact négatif sur certaines personnes en raison de leurs convictions religieuses pour la pratique du culte, par exemple. Eh bien, refuser par principe d'examiner une demande d'horaire spécifique introduite par un travailleur en raison de ses convictions religieuses, en se référant uniquement au règlement qui s'applique à tous, eh bien, ça pourrait être constitutif d'une discrimination indirecte si l'employeur ne parvient pas, n'arrive pas à justifier objectivement de cette distinction indirecte. Donc, il faut vraiment prendre soin d'examiner, je dirais, chaque demande. Enfin, troisième point, mais ça découle un peu de tout ce que je viens de dire. Après, ce cadre d'ouverture qui est posé, puis l'examen vraiment précis de chaque demande, c'est l'effort à fournir en termes d'explication. Expliquer vraiment le sens de la décision qui est apportée. Par exemple, une pause qui est accordée à une heure précise pour la prière à un salarié peut être difficilement vécue par les autres salariés en raison, je sais pas, d'un déséquilibre potentiel de travail que ça peut entraîner. À l'inverse, le refus de la pause à une heure précise peut être mal compris par celui qui la demande. Et donc là, il y a à chaque fois une nécessité vraiment de dialoguer. Et si les nécessités de service entrent en ligne de compte, elles doivent à chaque fois être expliquées. Aucune décision sur ce type de demande ne doit être prise, à mon avis, sans donner un minimum d'explication. Alors, en disant ça, en disant qu'il faut dialoguer, que certaines demandes sont quand même faciles, à mon sens, à mettre en œuvre, je ne veux pas dire non plus que tout est négociable. Par exemple, les règles en matière de sécurité, en matière de santé au travail, qui impliquent des visites médicales, ou encore le port de protection individuelle, doivent être respectées. C'est un impératif. Tout comme les règles concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
le principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, qui, on l'a vu, peut être malmené parfois par le fait religieux. Eh bien, tout ceci, bien entendu, n'est pas négociable. Mais entre ces deux pôles, entre le dire oui à tout et le non négociable, il existe un espace quand même de discussion et des choix possibles, plus ou moins vastes, suivant le contexte. Et donc là, à mon sens, la loi, elle constitue encore sur ce point un repère. Il ne faut pas oublier que le Code du travail prévoit un principe selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Ça, c'est l'article L 1222-1 du Code du travail qui le prévoit. Donc, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette formule, qui est bien connue, implique que l'employeur, qui est l'une des parties au contrat, doit répondre quand même avec loyauté aux demandes particulières formulées par des salariés. Il doit essayer de satisfaire leurs demandes, bien sûr, dans la mesure du possible. Et en cas de refus, eh bien, ce refus ne peut pas être discrétionnaire. L'employeur doit pouvoir le justifier sur la base d'éléments objectifs et doit pouvoir en discuter avec le salarié. Donc voilà, je dirais dialogue, 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 et puis justification. C'est important. C'est très généreux et très riche tout ce que vous nous apportez comme enseignement, vraiment, Jimmy. Moi, je retiens 4 points, si vous m'autorisez à une mini-synthèse de ce que vous venez de dire là aussi. Le premier point, c'est être clair sur le cadre et le partager. Le deuxième point, c'est dialogue et ouverture. Et on a vu au démarrage, c'était quand même un sujet heureusement globalement installé au sein de l'entreprise. Le troisième point, pour moi, était important aussi, c'est écouter, mais vous dites pas que examiner. Donc, vous allez vraiment mettre le doigt sur la précision. Et le quatrième point, quand dans l'effort à fournir, vous précisez donner du sens. Moi, je l'ai noté comme ça. C'est du bon sens d'expliquer les choses, donner du sens. Et quand ce n'est pas un sujet réglementaire, d'ouvrir à du choix, de la réflexion un peu sur les conditions de travail, au final, du bon sens aussi sur ce sujet-là. Un énorme merci, Charlotte. Je me dis que c'est peut-être le moment rêvé parce que voilà, de prendre soin de tous nos invités avec un premier petit message. Je sais pas si. Oui. Merci beaucoup, Muriel et Jimmy, pour cette première partie hyper intéressante. Et je pense qu'on a clarifié pas mal de choses, notamment sur la clause de neutralité. Ça, c'était hyper important. Et donc, je vais lire un petit peu Bien déjà. Il y a eu, oui, vraiment très utile. Je vais lire les remarques dans le chat. Alors, une première remarque de Florence. Donc, Jimmy, je vous laisserai y répondre. Un témoignage sur ce sujet. Des employeurs annoncent: je ne peux pas employer des vendeuses qui portent le voile, car sinon je perdrai des clients. Donc, voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, sur ce point-là, la Cour européenne est quand même assez claire. Elle dit que la justification par des clients qui finalement feraient jouer des stéréotypes, qui pourraient conduire à des discriminations, c'est-à-dire, bah non, moi, un client qui dit je ne veux pas être servi par une personne voilée, bah non, ça c'est clairement une attitude discriminatoire et elle ne peut en aucun cas justifier la mise en place d'une clause de neutralité parce que ça alimenterait finalement, ça acterait les discriminations. Donc non, ça c'est pas du tout une justification valable que l'employeur peut apporter. Ça, c'est dit très clairement dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça ne ferait qu'alimenter les discriminations. Finalement, les personnes pourraient dire bah non, je ne veux pas être servi. Bon, bah d'accord, je fais une clause de neutralité et voilà, plus de signes religieux. Non, ce serait une clause de neutralité qui serait prise sur des considérations discriminatoires, stéréotypées, etc. Donc ça ne fonctionne pas. Et merci beaucoup. Il y a Manon qui demande: qu'en est-il de la charte de la laïcité? Alors ça, il y en a plusieurs, puisqu'il y en a une à l'école, il y a eu quelque chose dans le travail, peut-être c'est plus en lien avec l'emploi. Voilà, si vous pouvez nous Ouais, éclairer. tout à fait. Alors, c'est ce que j'allais dire. Il y a plusieurs chartes de la laïcité. Il y en a dans le secteur public, il y en a dans le secteur privé. Alors, ce sont des chartes, donc ce ne sont pas des instruments juridiques contraignants. Ce sont des guides qui sont émis et qui peuvent être porteurs de bonnes pratiques. Donc, c'est évidemment des outils précieux à consulter parce que ça donne quand même de bons outils de réflexion et des points assez concrets. Mais ça n'a pas de valeur juridique contraignante. C'est-à-dire que un employeur ne peut pas se prévaloir de la charte pour dire j'ai pris telle mesure sur le fondement de telle charte pour justifier de la mise en place, par exemple, d'une clause de neutralité ou autre. Donc ce n'est pas une justification suffisante.
Donc il y a Faiza qui demande: «Désolée, je n'ai pas saisi la particularité concernant les entreprises privées de mission publique. Peut-on avoir une flexibilité dans le règlement intérieur concernant l'autorisation, par exemple, du turban?» Alors non. Alors, pour revenir donc sur ce point-là, le principe, c'est que enfin, la règle, c'est que le principe de neutralité s'applique aux entreprises privées qui gèrent une mission de service public. Et donc là, on va en fait appliquer les mêmes règles en matière de neutralité que celles qui s'appliquent dans le cadre de la fonction publique, à l'égard des agents publics. Et donc, on ne peut pas prévoir dans le règlement, à partir du moment où la personne qui est concernée gère une mission de service public, que son travail s'inscrit dans le cadre de cette mission de service public, on ne peut pas prévoir une exception pour une personne qui porterait un voile, un turban ou autre. Non, non, c'est les mêmes règles vont s'appliquer que ce qui s'impose aux agents publics, et donc c'est une stricte neutralité qui s'impose. Alors, il y a une autre Muriel, qui pose une question en effet qui est très intéressante. Comment expliquer le glissement du principe de neutralité du public vers le privé, donc depuis 2016? Et est-ce qu'il y a eu des réactions spécifiques à la loi créant la clause de neutralité dans le règlement intérieur de l'entreprise privée? Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai, c'est une impression, hein, selon moi, je n'engage pas du tout la parole du défenseur des droits quand je dis ça, c'est Oui, une oui. une hypothèse interprétative. Je pense que le sujet de la laïcité, de la neutralité, c'est un sujet hyper politique, hyper médiatique. On en entend beaucoup parler, et on a l'impression que il y a déjà en fait un délitement en quelque sorte de ce principe qui tendrait à s'appliquer de plus en plus à de plus en plus de publics. On l'a vu par exemple en 2010 avec la loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. C'était la loi dite anti-burqa. Donc là, c'est carrément une loi qui s'applique en dehors de l'État et qui interdit un vêtement particulier dans l'espace public, dans la rue. Donc ça, déjà en 2010, il y avait quand même une extension de ce principe-là à des personnes qui n'avaient rien à voir avec un service public, avec l'État, etc., mais avec des personnes privées. Et donc là, finalement, la loi de 2016, elle s'inscrit dans ce continuum où on applique de plus en plus ce principe à des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, à des personnes privées. Le pourquoi, pour moi, c'est peut-être un sujet politique, et donc par conséquent, on essaie de répondre à ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est pas une influence, comme dans beaucoup de cas, c'est pas une influence de l'Union européenne sur ce point-là. Je dirais que l'Union européenne, elle a tendance à avoir à suivre les choses qui se passent dans les États, mais c'est pas l'Union européenne qui va impulser quelque chose en la matière. Donc, si il y a une raison à trouver, en tout cas, elle ne se situe pas au niveau de l'Union européenne. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions, c'est super, il y a pas mal de questions dans le chat. Donc, là, des questions d'ordre plutôt opérationnel. Il y a Stéphanie qui demande: «Que peut faire l'employeur si des salariés font la prière dans le vestiaire et que cela gêne les autres salariés?» Euh, ouais, alors ça, c'est une question très, très pratique. Alors, d'une part, peut-être revenir sur un principe, c'est qu'il y a des études qui ont pu révéler que les salariés qui travaillaient dans une entreprise qui permettait de pratiquer leur prière sur leur lieu de travail, eh bien, ces salariés-là disaient bénéficier quand même d'un avantage incomparable et estimaient un réel bien-être par rapport aux autres salariés à qui l'on interdisait. Donc, garantir un espace de prière, ça peut quand même être un élément de la marque employeur, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. En termes de droit, l'employeur peut interdire les prières pendant et sur les lieux de travail. Et d'ailleurs, les tribunaux ont plusieurs fois approuvé le fait de reprocher à un salarié de faire la prière sur son temps de travail. Et dans cette hypothèse, ce n'est pas le fait de prier pendant le travail qui est sanctionné, mais le fait de ne pas fournir la prestation qui est convenue sur le temps de travail. Et donc, certes, l'employeur peut autoriser des temps de prière pendant le service, mais ce n'est nullement une obligation. En revanche,
le salarié peut faire sa prière pendant ces temps de pause, mais à condition de ne pas faire du prosélytisme et de ne pas déranger les collègues. Donc là, ça rejoint un peu la question qui est posée. Et donc, il peut le faire, par exemple, s'il occupe un bureau seul, il peut le faire dans son bureau sur son temps de pause, normalement sans problème. Durant le temps de pause, un salarié peut, je sais pas, vaquer à ses occupations personnelles, fumer une cigarette, consulter les réseaux sociaux, etc. Et donc, prier est une occupation personnelle comme une autre, et le salarié est libre d'utiliser son temps comme il le souhaite. Et donc, la même solution, finalement, s'impose en cas de demande de salariés de disposer d'un local pour l'accomplissement de leur prière. Là, l'employeur n'a nullement l'obligation d'accepter, mais là encore, il doit examiner quand même cette demande avec sérieux, d'autant plus que le fait de prier devant ses collègues de travail ou à la vue des clients pourrait être assimilé même à tort à du prosélytisme. Donc il me semble que dans la mesure où c'est possible, il convient quand même d'avoir une pièce à part et non pas une salle de repos qui serait mise à disposition de tous, ou alors une pièce pour tous, mais avec une séparation quand même pour ceux qui veulent prier, pour ne pas que les personnes qui prient soient à tort accusées de prosélytisme. Voilà. C'est un peu la réponse que je formulerais en me plaçant du côté du droit et en essayant de tirer un peu les ficelles pour essayer de trouver une solution la plus pragmatique possible. Ouais, super. Et puis bon, bah, je vous révèle en avant-première une des recommandations à compétences égales, hein. On est allé un petit peu voir, d'ailleurs peut-être qu'avec Jimmy, on pourra en reparler, Jimmy et Muriel, de Oui. ce qui se passe en Europe. Mais dans les recommandations qu'on peut donner, c'est prévoir une salle de pause qui serait une salle de pause silencieuse avec un emploi du temps spécifique par rapport à différents usages, qui ne bénéficie pas d'ailleurs uniquement à des personnes issues de telle ou telle religion pour l'usage de la prière, mais aussi à des salariés issus de la neurodiversité et qui ont besoin peut-être de salles de pause plus silencieuses, de moments voilà, de silence et dont il ou elle pourrait aussi bénéficier. Donc voilà, une sorte de salle de pause spécifique avec un emploi du temps voilà, qui pourrait bénéficier à toutes et tous. Et d'ailleurs, dans le guide qui a été publié par le gouvernement en janvier 2023, il y a cette idée, hein, comme disait Jimmy, de prévoir un espace dans la mesure du possible, hein, pour l'employeur. Avec un emploi du temps organisé, voilà, pour chacun et chacune. Voilà, donc la suite des questions. Donc une autre question de Florence: des conseils sur le fait qu'un salarié ne veut pas serrer la main à une femme ou recevoir des ordres d'une femme dans une entreprise privée? Alors, des conseils, oui, alors moi j'ai le prisme du juriste, le dialogue d'abord, mais ça, c'est considéré comme un agissement sexiste en droit. Donc le fait d'exprimer finalement une atteinte à la dignité de cette personne-là, c'est considéré comme un agissement sexiste. Alors en droit, ça existe en droit du travail depuis 2015, il me semble, c'est la loi Rebsamen qui prévoit cela. Et donc c'est sanctionné, ça peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Voilà. Après, si c'est répété, si ça crée un climat intimidant, hostile ou offensant pour cette personne, là, on bascule de l'agissement sexiste où il y a assez peu de sanctions, mis à part une sanction non disciplinaire, ça bascule vers le harcèlement moral discriminatoire. Et donc là, les peines sont beaucoup plus élevées. Donc voilà, peut-être rappeler le cadre légal qui existe, agissement sexiste d'abord, et si c'est répété, si ça continue, si c'est maintenu, on bascule vers le harcèlement moral discriminatoire. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, une autre question de Karine. En recrutement, on a souvent des candidats qui viennent sans signe religieux et qui, une fois dans l'entreprise privée, ou bien après la période d'essai, portent un signe religieux, voile ou autre, ce qui crée des situations inconfortables parfois, notamment sur le lien de confiance, dit Karine. Oui, alors là, c'est comment dire, si on est dans le secteur public, là, il convient de parler aux collaborateurs et dire qu'ils cessent de porter son signe religieux, parce que le principe, c'est la neutralité du service public. Si on est dans le secteur privé, alors le manager n'a normalement rien à dire, hein, le collaborateur est dans son droit, sauf, bien entendu, s'il existe une clause de neutralité, et à condition que cette clause de neutralité soit légale, avec toutes les difficultés que l'on a vues
tout à l'heure. Après, il y a un risque aussi qui peut être entraîné, contre lequel le manager doit lutter, c'est la mise à l'écart éventuelle de cette salariée ou de ce salarié. Eh bien là, le manager doit prendre ses responsabilités et rappeler aussi à ses équipes le cadre légal qui s'applique. Et donc, s'il n'y a pas de clause de neutralité, la personne est tout à fait dans son droit de porter un signe religieux, même si elle ne l'avait pas au moment de l'entretien. Et si les risques, les comportements d'exclusion persistent, eh bien là encore, ils peuvent être constitutifs d'un harcèlement discriminatoire et à ce titre faire l'objet de sanctions, une sanction disciplinaire, mais aussi des sanctions sur le plan contentieux, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, si la victime décide de porter plainte. Et c'est le cas de Camaïeu, par exemple, hein, qui avait été condamné parce qu'une de ses employées était revenue après un congé maternité avec le foulard et bah, la salariée était dans son bon droit et en plus, il n'y avait pas de clause de neutralité, si je me souviens bien. Clause, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Le principe, c'est la liberté de religion. Et merci beaucoup, Jimmy, à nouveau. Une dernière question de Claire Aude. Que conseiller à des jeunes diplômés qui portent le voile pour leur entrée sur le marché du travail? Doivent-elles l'enlever ou pas? Et dans tout le processus de recrutement, photos sur CV, entretien, arrivée en entreprise, voilà, que conseiller? Doit-elle l'enlever ou pas? Non, enfin, je me vois mal conseiller au nom du défenseur des droits de dire d'enlever son voile. Non, enfin, encore une fois, hein, dans le secteur privé, le principe, c'est la liberté de religion. Alors, vous parlez de CV, la question du CV anonyme. Alors, le défenseur des droits est plutôt en faveur du CV anonyme, un CV sans photo. Ça, c'est intéressant, ça permet de lutter contre les discriminations. Après, c'est finalement, ça peut être considéré comme un placebo en quelque sorte, parce que le CV anonyme va jouer uniquement dans la première phase du recrutement. Après, il y a un entretien, et là, on verra de toute façon la personne. Donc oui, pour le CV anonyme, avec quand même des limites qui sont à relever sur ce CV-là. Et puis Merci. d'ailleurs, il y a eu des études aussi, il y a eu des études contradictoires, des études qui ont montré que effectivement le CV anonyme permettait de lutter contre les discriminations, et d'autres études qui ont montré que ça pouvait être contre-productif, notamment concernant les entreprises qui s'inscrivaient dans une démarche de diversité et qui, au contraire, regardaient avec un œil plutôt bienveillant les CV de personnes issues de la diversité. Et donc, quand on anonymise, on prive éventuellement les personnes les entreprises qui souhaiteraient s'engager dans une logique de diversité de cette possibilité-là. Donc oui, il y a eu des études qui ont montré un peu les deux effets possibles. Et bah, justement, Muriel, si tu veux rebondir, on Voilà, ouais, et voilà. oui, merci beaucoup parce que j'ai envie de poursuivre aussi quelques questions très opérationnelles, mais tellement utiles dans ce sujet du recrutement. Et on finira peut-être d'ailleurs, Jimmy, nos questions sur l'Europe pour que vous nous fassiez rebondir sur une vision prospective. Mais là, je veux rester aussi quelques instants sur du pratico-pratique, parce que c'est notre quotidien. Dans le cas d'un cabinet de recrutement, par exemple, comment doit-on réagir lorsqu'un client, donc une entreprise qui fait une demande à un cabinet de recrutement, mentionne le fait qu'il y a une clause de neutralité dans son entreprise et signale qu'il ne souhaite pas de candidat avec un signe religieux tout en exigeant d'en informer les candidats? Je pense savoir si cette clause est valide, hein, évidemment, hein, à ce stade. Ouais, la question est hyper difficile, alors je vais avancer prudemment. On n'a que des questions Selon moi, difficiles avec Jimmy. ouais, le sujet est hyper sujet est Parce complexe. que c'est notre quotidien. Parce que le droit prévoit peu de règles finalement en la matière, et tout est beaucoup question d'interprétation, hein, donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Donc selon moi, et donc je n'engage aucunement la parole du défenseur des droits C'est sur ce promis. point, le cabinet de recrutement pourrait peut-être engager une discussion de manière assez pragmatique déjà avec l'entreprise pour discuter de la pertinence ou non de cette clause de neutralité. Ça, c'est un premier point. Par ailleurs, et dans le même sens, dans votre question, vous dites, et ça me paraît assez curieux, que l'entreprise spécifie qu'elle ne veut aucun candidat avec un signe religieux, sans dire qu'elle ne veut pas non plus un candidat qui porterait un signe politique ou philosophique.
parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'interdiction dans la clause de neutralité doit concerner tous les signes, et non pas seulement les signes religieux. Sinon, elle encourt, encore une fois, le risque de ne pas être légale. Voilà. Donc, c'est le seul élément que je peux porter. Après, en ce qui concerne, je pense que la question qui est sous-tendue, c'est la question de la responsabilité du cabinet de recrutement. Je pense que là, le cabinet de recrutement n'engage pas sa responsabilité en cas de clause de neutralité, par exemple, qui serait illégale. Non, par contre, il doit rester sur l'analyse des compétences, qui est le seul sujet qui, en fait, nous intéresse dans le sujet de l'échange entre le client, nos candidats, pour pouvoir, voilà, vraiment faire un matching sur les besoins de compétences de l'entreprise. Voilà. Tout à fait. Alors, je rassure, Jimmy, on pose des questions qui se produisent très rarement, mais bon, voilà, on essaie de vous mettre plein de pièges quand même dans nos questions, parce que c'est quand même des choses qui peuvent se produire. La deuxième question, dans le cas d'un recrutement, quel type de questions, alors c'est un peu large, donc on vous laisse vraiment choisir, mais quel type de questions pouvant être en lien avec le fait religieux peuvent être posées ou non? Un exemple, mais juste un exemple, est-ce qu'on peut aller sur ce sujet de la disponibilité ou de l'indisponibilité sur les horaires sans que ça vienne en fait questionner le candidat éventuellement ou poser des… Voilà. Ouais, À alors titre d'exemple pour là, les horaires. ouais, là, vraiment, attention, parce que c'est assez clair, hein, aucune question ne peut porter lors de l'entretien sur les convictions religieuses du candidat. Hein, c'est vraiment un principe à rappeler. Seules des informations qui permettent d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et vous l'avez dit, peuvent être demandées dans le cadre de l'entretien. Alors, le recruteur ne peut pas demander au candidat si sa pratique religieuse fait obstacle à sa présence à certains moments de la semaine ou de l'année ou à l'exécution de certaines tâches. Le cadre d'emploi est normalement plus fixé en amont de l'entretien, donc le candidat connaît normalement les contraintes horaires quand il arrive lors de son entretien, et donc l'employeur peut donc seulement s'assurer que ce candidat répond bien aux exigences inhérentes au poste, et donc il peut être présent aux horaires indiqués dans la fiche de poste. Par exemple, pour être très concret, si le poste proposé exige une présence le vendredi soir, je ne sais pas, jusqu'à 21h, eh bien, l'employeur n'a pas à demander au candidat s'il pratique la religion juive et si la pratique de Shabbat remettra en cause sa capacité à occuper le poste. Il peut juste communiquer lors de l'entretien les horaires Les horaires. applicables dans la structure et demander si ces horaires lui conviennent ou pas. Voilà. On rend visible de manière concrète, en fait, les conditions de travail pour que la Tout à fait. personne prenne sa propre responsabilité finalement dans En connaissance de le cause. fait d'avoir envie, voilà, de venir. Troisième question, alors là je glisse sur peut-être un pas de côté un peu compliqué, mais sur l'IA, à l'ère des nouvelles technologies, dans le recrutement, alors qui sont là, mais aussi qui sont à venir. Que se passe-t-il en fait en lien avec le fait religieux? Si je le formule un peu autrement, parce que l'idée, c'est pas de savoir si vous voyez arriver, et encore, ça nous intéresse, des nouvelles technologies, mais qui aident à cela. Est-ce qu'on peut trouver de l'aide sur les biais cognitifs, sur justement les biais aussi, finalement, sur la discrimination et la non-discrimination, ou est-ce qu'à l'inverse, même si on monte un cran en amont, sur le codage de l'IA, sur la construction finalement des nouvelles technologies, voilà, on pourrait faire un autre débat peut-être, Charlotte, sur ça, mais juste en quelques mots, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez au niveau de l'institution aujourd'hui sur ça? Ou de quoi vous vous mêlez en ce moment dans les commissions peut-être gouvernementales pour nous impliquer sur ce respect de la non-discrimination? Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet en soi. Je pense que ça pourrait être très pertinent de faire quelque chose sur ce sujet-là. J'ai en plus une collègue, moi, au sein du Défenseur des droits, qui est spécialement chargée de ces questions Ah, d'algorithmes et Paulette. d'algorithmes discriminatoires. Voilà, je glisse l'information. Ouais. Et donc, alors, je ne saurais pas exactement dire ce qu'il en est en matière religieuse, mais de manière générale, il est vrai que les algorithmes utilisés dans le cadre du recrutement notamment peuvent conduire à des discriminations. On a à plusieurs reprises au sein du Défenseur des droits alerté par des rapports, notamment en lien avec la CNIL. On a coécrit un rapport avec la CNIL sur ce sujet-là. On a alerté sur ces risques discriminatoires. Notamment lors du recrutement où il est possible d'utiliser des technologies d'analyse comportementale. Il existe par exemple des dispositifs de détection des traits de personnalité des candidats pour analyser des entretiens d'embauche
automatisés. Or, ces dispositifs peuvent s'avérer particulièrement discriminants pour les personnes, notamment en situation de handicap. Et on pourrait penser aussi aux personnes qui sont pratiquantes, qui portent une barbe, qui portent un voile, etc. Parce que si les caractéristiques de leur visage ou leur manière de se tenir et ou de s'exprimer diffèrent de la norme et donc de l'écrasante majorité des données sur lesquelles les algorithmes de recrutement ont été élaborés, eh bien, ces personnes risquent de ne pas voir reconnu leur aptitude à exercer un poste. Donc, dans ce cadre, l'intelligence artificielle peut être le meilleur moyen d'éliminer les discriminations, ne peut ne pas être justement le meilleur moyen d'éliminer les discriminations, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que l'intelligence artificielle n'est pas si neutre que ça. Hein. Vous le disiez dans je dirais la fabrique même de l'algorithme, eh bien, cette fabrique d'algorithmes, elle est faite par des humains, humains qui peuvent avoir des biais, qui peuvent avoir des stéréotypes, et ces stéréotypes vont se reproduire au sein de ces algorithmes, et donc vont engendrer par la suite des discriminations. Donc voilà, et puis il y a une question aussi à prendre en considération, c'est comment, avec l'intelligence artificielle, on embauche des personnes dites atypiques. Parce que l'intelligence artificielle, elle engendre finalement une certaine stéréotypie des profils qui sont sélectionnés. Et donc se pose derrière cette question-là. Et donc, le sujet de la responsabilité au final d'une entreprise qui se dote d'un outil d'intelligence artificielle vient faire naître une co-responsabilité avec l'éditeur ou une responsabilité pleine de l'entreprise d'avoir fait le choix de se doter de cet outil. Ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Chaque cas doit être très différent sans doute hein, sur l'intention. Mais si je glisse aussi sur le CV anonyme, du coup, Jimmy, au-delà de l'IA, parce que c'est vrai que vous avez raison, ça mériterait, je pense peut-être Charlotte, un temps vraiment à part entière, parce que le sujet est passionnant et vraiment présent. L'autre question sur l'évolution du droit, qu'est-ce qui est en train de se jouer ou pas sur le CV anonyme? Est-ce que c'est en train de bouger? Est-ce qu'on est au même niveau que nos niveaux de connaissances depuis plusieurs années? Est-ce que la loi Non, évolue? alors sur le CV anonyme, non, il n'y en a pas. C'est la loi de 2006 qui avait prévu la mise en place du CV anonyme, donc de rendre obligatoire l'anonymisation des procédures de recrutement pour l'ensemble des entreprises de plus de 50 salariés. Mais cette loi, pour être mise en œuvre, donc elle a bien été adoptée, mais pour être mise en œuvre, elle prévoyait un décret d'application. Or, ce décret d'application n'a jamais été mis en place, et donc la systématisation du CV anonyme est restée lettre morte depuis 2006. En revanche, il y a quelque chose qui est en train de bouger actuellement. Il y a une proposition de loi qui est faite et qui va être débattue normalement début 2024 au Parlement, et qui concerne les testings. Donc ça peut être intéressant pour vous. Donc cette loi prévoit qu'il y ait un organisme intergouvernemental qui soit chargé de la gestion de testing, alors à deux visées, des testings de masse pour produire des statistiques, et qui seraient menés de manière je dirais aléatoire au sein d'entreprises tant publiques que privées, pour voir si ces entreprises discriminent ou pas. Et s'il y a discrimination au sein d'entreprises, il y aurait possibilité de sanction de ces entreprises par la suite, par cette autorité-là. Et elle prévoit aussi la possibilité, pour cette même structure intergouvernementale, de mener des testings à visée judiciaire, à visée contentieuse. C'est-à-dire des testings qui viendraient aider la personne qui s'estime victime de discrimination à prouver la discrimination qu'elle a subie au sein de telle ou telle entreprise, au sein de telle ou telle administration. Donc voilà, ça c'est une proposition de loi qui est en cours, qui est soutenue par le gouvernement, qui est portée par un député, mais qui est soutenue par le gouvernement, et qui sera débattue au début de l'année 2024. D'accord, donc rendez-vous sur ce sujet en 2024 pour voir Tout comment à ça fait. évolue. Charlotte et Jimmy, pour respecter peut-être l'horaire, et puis beaucoup de questions ont déjà été abordées dans les échanges qu'on a eu avec vous. Je me demandais si on ne glissait pas tout de suite vers la question de l'Europe.
pour que vous nous offriez, Jimmy, du coup, un petit peu je ne sais pas si c'est un panorama, mais en fait une vision au-delà de nos frontières, parce qu'en plus, on est quand même confronté clairement à faire des recrutements ou alors des salariés qui gèrent de multiples pays. Donc, Alors, je ne vais pas aborder tous les pays non, de l'Europe, non. mais juste pour vous dire peut-être quelques mots. Alors déjà, il faut distinguer, à mon sens, l'Europe au sens des États européens qui constituent l'Europe et l'Europe en tant qu'entité juridique à part entière à travers l'Union européenne. Ce sont deux choses différentes. En Europe, les États, vous le savez, ont des traditions juridiques parfois très différentes et la conception française de la laïcité ne va pas exister dans d'autres pays. C'est d'ailleurs pas anodin si on parle de laïcité à la française. C'est qu'il y a bien une identité propre, une spécificité du modèle français. Et donc, cette laïcité, en tout cas le sens qu'on lui donne, n'existe pas, par exemple, et c'est l'État que je vais prendre pour exemple, en Allemagne. En Allemagne, on est appliqué alors une séparation, on dit, de coopération. Une séparation de coopération, pourquoi? Parce que l'Allemagne n'a pas de religion officielle, mais l'État et les communautés religieuses en Allemagne coopèrent sur une base partenariale. C'est un partenariat qui est tissé. Il y a de nombreuses donc, interférences entre l'État et les religions. Par exemple, l'État là-bas contribue au financement des écoles qui sont gérées par les communautés religieuses. Les églises prélèvent un impôt aussi du culte qui est perçu par l'État pour financer certains services. Les écoles là-bas enseignent la religion comme matière régulière. On y voit couramment des crucifix dans les salles de tribunaux, dans les écoles, etc. Autre différence de taille, en Allemagne, par exemple, on n'interdit pas aux élèves de collège et de lycée public de porter le voile. Et donc, dans les entreprises privées, a fortiori, on laisse la liberté de religion s'exprimer. Donc là-bas, en bref, on considère finalement que les religions contribuent à la cohésion de la société. Donc, vraiment, c'est une conception totalement différente de la conception française de la laïcité. Donc ça, c'est pour montrer un exemple, pour illustrer que les différentes traditions juridiques existent au sein des États européens. Maintenant, si on se réfère à l'Europe en tant qu'Union européenne, on peut formuler deux constats. Et on l'a vu à travers la jurisprudence que j'ai développée, notamment concernant la clause de neutralité. D'une part, on observe que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'impose à tous les États membres de l'Union, participe à une certaine uniformisation du droit quand même, et donc à créer un cadre qui serait globalement commun entre les États. Quand la Cour de justice rend une décision qui concerne l'État belge, par exemple, eh bien, cette décision, elle va s'appliquer aussi à la France. Elle va s'appliquer finalement à tous les États de l'Union européenne et à toutes les juridictions qui doivent respecter le principe qui a été énoncé dans l'arrêt qui concernait, par exemple, la Belgique. Donc finalement, certaines spécificités de certains États peuvent avoir tendance à se gommer au fur et à mesure que la Cour de justice rend des décisions sur le principe de neutralité. C'est finalement la finalité même de l'Union européenne, hein, c'était de créer un marché économique commun au sein duquel s'appliqueraient les mêmes règles de droit afin de faciliter les échanges de personnes, de biens, de services et donc de favoriser la libre concurrence. Donc ça, c'est le premier point où on voit une tendance à une certaine harmonisation. En revanche, et c'est l'autre point qui permet de nuancer un peu ce premier point, en matière de liberté de religion, l'uniformisation n'est pas totale en ce que la Cour de justice reconnaît quand même une large marge d'appréciation aux États. Une large marge d'appréciation aux États, ça veut dire quoi? C'est finalement une règle en vertu de laquelle la Cour considère que les États sont finalement les mieux placés pour trancher ces questions relatives à la religion les concernant. Par conséquent, même s'il y a une diffusion des exigences du droit de l'Union, et on l'a vu avec la clause de neutralité, eh bien, la jurisprudence de la Cour de justice n'impose pas une uniformisation totale. D'ailleurs, il est très intéressant de relever que dans un arrêt, c'est un arrêt qui est assez récent, un arrêt de 2022, sur la clause de neutralité dans les entreprises, eh bien, la Cour, dans cet arrêt, a ménagé la possibilité pour les États d'aller plus loin que ce qu'elle prévoit dans la protection des droits. Elle dit que le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale accorde une plus grande importance à la liberté de religion qu'à la liberté d'entreprendre, pour autant que cela découle de son droit interne.
Donc là, concrètement, ça veut dire que si un État considère que les règles posées par la Cour de justice relatives à la clause de neutralité restreignent trop la liberté de religion, eh bien, il peut tout à fait s'en extraire à partir du moment où son droit est davantage protecteur de la liberté de religion. Et donc là, on pense par exemple à l'Allemagne que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément le cas du droit français qui n'est pas forcément hyper protecteur de la liberté de religion, on l'a vu en ce qu'il quand même prévoit cette clause de neutralité, mais dans d'autres États qui ne prévoient pas cette clause de neutralité, eh bien, à partir du moment où le droit est plus protecteur vis-à-vis de la liberté de religion, eh bien, l'État n'a pas forcément à se conformer à ces exigences relatives à la clause de neutralité. Voilà. Merci énormément de cet éclairage. Je crois, Charlotte et Jimmy, qu'on arrive vers la fin et je vais te redonner, Charlotte, dans quelques secondes le mot, mais pour remercier vraiment du fond du cœur Jimmy, parce que j'espère que vous toutes et vous tous avez autant appris que moi j'ai appris et vraiment aussi, c'était très riche, Jimmy, de partage et toutes vos questions aussi m'ont beaucoup nourri. Merci à vous, Charlotte, je te repasse la parole. Merci beaucoup Muriel, merci Jimmy, vraiment c'était hyper intéressant. Voilà, personnellement aussi, j'ai appris beaucoup de choses là, je pense qu'on a clarifié beaucoup de points. Voilà, on est très contents chez La Compétence Égale de vous avoir reçus tous les deux pour cette discussion et voilà, je remercie aussi toutes les questions, tous les invités qui ont pu participer. Ouais, voilà, on était nombreux ce matin, même malgré le fait qu'on a commencé tôt. Et je vous rappelle que je vais vous envoyer, voilà, pas mal de petites informations, par email et le replay, du webinaire sera aussi disponible courant octobre. Voilà, le temps de le publier. Merci à toutes et tous. À Merci bientôt. beaucoup. Merci Jimmy. Merci, Merci très très Muriel. belle journée. Ouais, au revoir.